Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Leica. Alors après le grand crash de l'appareil photo numérique, vidéo que je vous recommande au passage, un certain nombre d'entre vous m'avaient demandé pourquoi je ne parlais pas d'un certain nombre de marques. Alors j'avais parlé de Nikon, Canon, Sony parce qu'ils représentent 80-85% du marché. J'avais évoqué un petit peu, Fuji, mais évidemment je n'avais pas parlé de Panasonic et autres. Et puis certains m'ont posé la question concernant Leica, puisque Leica, c'est le Graal en matière de photo. Cette entreprise qui est toute petite, mais qui fait énormément de bruit. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour Leica. Alors, l'histoire globale de Leica est connue, on va y revenir dessus malgré tout, mais ce qui est moins connu, c'est les 20 dernières années. Alors, pour retrouver des informations sur les 20 dernières années, c'est pas facile. Parce que eh bien, son nouveau propriétaire, Andreas Kaufmann, qui est propriétaire de cette entreprise depuis les années 2005-2006, est assez avare de renseignements concernant sa société. Donc c'est beaucoup, beaucoup de communication, mais rien sur l'entreprise à proprement parler. Alors, en 2016, il avait fait une déclaration sur les ventes de Leica. Il avait dit, ouais, Leica vend 100 000 unités, ça représente 1% de part de marché. Alors je ne sais pas si c'est le journaliste qui a pris la liberté d'arrondir à 1%, ou si c'est Andreas Kaufmann qui a arrondi à 1%, mais sur un marché qui représentait enfin 25 millions d'unités à l'époque, ça fait plutôt du 0,4%. Bon, voilà. Alors, on ne va pas discuter trop autour de ça. On va dire que ça fait entre 0,4% et 1% de part de marché. Enfin, de toute manière, c'est une entreprise qui n'a pas une majorité de ventes sur ce marché. Alors, c'est pareil, toujours dans le secret. Au moment où il y a eu le rachat d'une société qui s'appelait RAN, Ag Photo and Fine Art, qui était donc basée à Francfort-sur-le-Main, il y avait marqué dans le contrat que toutes les parties ont convenu qu'aucun détail financier ne sera divulgué. De la même manière, si vous recherchez sur Wikipédia, vous ne trouverez rien. Les dernières informations datent de 2012. Et c'est pas un hasard parce qu'en fait, en 2012, Leica va sortir de la bourse. Et à partir de ce moment-là, Leica n'aura plus d'obligation de publier quoi que ce soit. Et donc va commencer une espèce d'omerta autour de ce qui se passe dans cette entreprise. Alors, on va recommencer l'histoire du début, c'est-à-dire en 1850, à Wetzlar, une petite commune qui se trouve au nord de Francfort, où dans un presbytère pardon, à Wetzlar, un dénommé Karl Kellner, euh, passionné d'optique, va concevoir un microscope. Alors il aura pour client célèbre un certain Carl Friedrich Gauss, le mathématicien, astronome et physicien allemand, qui utilisera le microscope réalisé par Karl Kellner. En fait, ce Karl Kellner va mourir rapidement de la tuberculose à l'âge de 29 ans, et c'est donc un de ses ouvriers qui va reprendre l'entreprise, un certain Friedrich Belt, qui était donc collaborateur de Karl Kellner, et qui reprendra l'entreprise, mais également sa femme. Voilà, donc ça fait un petit peu scandale dans la région. Et cette entreprise d'optique naissante va péricliter sous le règne, entre guillemets, de Frédéric Belt, euh, alors qu'il est en difficulté. Il va faire appel à un certain Juncker, qui est une personne qui a travaillé chez l'horloger Matthäus Hipp. Donc il y a une correspondance entre la micromécanique qui existe dans l'horlogerie et la micromécanique dans la photo. Ça, on verra ça plus tard. Et donc, il va recruter un certain Ernst Leitz, qui est doué en micromécanique et qui est également très fort pour organiser un atelier. Donc, très vite, Leitz devient associé dans l'affaire. Il reprendra à son compte l'entreprise au décès de Friedrich Belt.
L'entreprise devient alors Optische Institut von Ernst Leitz. Hein, je ne le prononce pas très bien, je ne suis pas très bon en allemand. Voilà, et donc l'entreprise va prospérer sous le règne de Ernst Leitz sur des recherches sur les bacilles responsables de maladies, hein, tout ce qui avait été découvert par Pasteur, etc. Alors, il va embaucher son fils, alors qu'on appelle Ernst Leitz II, hein, puisqu'ils ont exactement le même nom, et qui devient, lui, associé de son père. À ce moment-là, on fabrique toujours des microscopes. Hein. Bon, l'affaire continue de se développer, elle emploie 700 personnes en 1909, et la vieille maison Leitz, qui est basée à Iéna, le concurrent historique de Leica, n'apprécie pas vraiment l'émergence de ce concurrent, qui est un concurrent sérieux, hein, puisqu'ils vont être très efficaces dans la production d'optique. Et donc, à un moment donné, Ernst Leitz recherche un responsable pour la recherche sur les optiques microscopiques, et il va recruter un certain Oscar Barnack. Alors en fait, Oscar Barnack euh, a été, sur les conseils d'Émile Méchaud, a été recruté, mais lui, il vient de chez Zeiss. Émile Méchaud vient de chez Zeiss, et Oscar Barnack également. Voilà. Alors chez Zeiss, Oscar Barnack s'occupe de photographie, d'accord, pas du tout de microscope, mais donc il va quand même reprendre la recherche microscopique au sein de l'entreprise Leitz. Donc c'est un nouveau monde pour lui, mais il n'a pas de mal à baigner dans tout ce qui est microscopique. C'est également quelqu'un qui s'intéresse énormément, comme Émile Méchaud, au cinématographe. Alors Émile Méchaud, lui, est préoccupé de régler un problème qui existe au niveau du projecteur de film, du cinématographe, qui est un espèce de scintillement qui est très désagréable pour l'œil. Et puis donc Oscar Barnack va l'aider dans cette recherche, et à cette occasion va créer un petit appareil qui est une sorte de pose-mètre, hein, un pose-mètre, pour calculer les temps de développement des films. Et c'est à partir de ce petit pose-mètre que va naître l'idée de créer un appareil photo, petit appareil photo, qui reprendra le film 35 mm qu'on utilisait d'une manière verticale pour le cinématographe. On va le mettre, Oscar Barnack en l'occurrence, va le mettre à l'horizontale, voilà, et puis va à la fois s'en servir pour prendre des photos, il y adjoindra un petit objectif, et c'est ainsi qu'est en train de naître ce qui sera la bonne idée d'Oscar Barnack, ce petit appareil plus facile que ce qu'on connaissait jusque-là. Alors vous avez ici à gauche l'appareil dit de voyage, hein, qui était un appareil lourd, à soufflet, qui pesait environ 20-25 kg, où il y avait un pied, où on ne pouvait faire qu'une prise de vue. Et donc la bonne idée est à droite, hein, c'est l'idée d'Oscar Barnack, de créer un petit appareil qui reçoit un film. Ce film euh, est sur la base du film 35 mm mis à l'horizontale, et à l'intérieur, il va créer le format 24-36 qui servira à toute l'industrie photographique à venir. Voilà, c'est comme ça que Oscar Barnack a créé le premier UR Leica. Alors, la petite histoire raconte que Oscar Barnack avait des problèmes de santé, que quand il se déplaçait avec le gros appareil que vous voyez à gauche, eh bien, il avait des difficultés. Et donc, euh, c'est à la fois l'idée de, de miniaturisation, hein, et à la fois une idée de réduction du poids. Euh, L'autre bonne idée qu'a eu Oscar Barnack, c'est d'agrandir une petite image, hein, le 24-36 mm. Donc Leica va se lancer tout naturellement dans la production d'agrandisseurs. Alors, si on résume un peu ce qui vient de se passer, en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que euh, Oscar Barnack n'a pas inventé la photographie, hein.
bien évidemment. Oscar Barnack n'a pas inventé le cinématographe ou la pellicule 35 mm qu'il va utiliser. Leica ne sera pas l'inventeur du télémètre, hein, le télémètre dont ils vont se servir comme instrument de visée euh, en 1930. Hein. Voilà, non. La bonne idée d'Oscar Barnack, c'est de créer, de miniaturiser en fait l'appareil photo et de permettre de prendre plusieurs photos sur un film sans avoir besoin d'enlever la plaque à l'arrière de l'appareil photo et de le développer, etc. Donc un appareil beaucoup plus pratique, beaucoup plus petit. Ça, c'est la bonne idée. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on va aller assez vite sur cette période-là parce que je voudrais qu'on vienne à la période plus récente, qui est celle que on ne voit pas sur Internet, qui est les 20 dernières années hein, de Leica. On va refaire un petit peu le film. Donc je dirais que de 1913 à 1954, Leica a plutôt été en avance ou dans le coup, hein, d'une certaine manière. De 1954 à 2006, là, il va y avoir un peu de retard à l'allumage. Alors, en 1913, création du prototype par Oscar Barnack, hein, il en fera environ 30. Mais la commercialisation commence réellement de l'UR Leica en 1925. Hein. Alors là, on est sur des petites séries. Hein. En 1930, le Leica 2 intègre le télémètre. Et puis, on va avoir le boîtier mythique de Leica qui va apparaître en 1953-1954. C'est ce boîtier qui va être utilisé par les reporters. Et puis après, bah, à partir des années 50-60, c'est l'arrivée en masse de l'industrie japonaise. Et là, ça va commencer à souffrir. Les Japonais vont inonder le marché de produits moins chers, performants. Le premier réflexe Leica apparaîtra en 1965, sachant que le premier réflexe était sorti de Canon par exemple, hein, était sorti en 1959. Donc là, ils ont déjà 6 ans de retard. Alors dans cette industrie qui va assez vite, hein, 6 ans, c'est beaucoup. En 2006, ils sortent le véritable premier appareil numérique, hein, le M8. Alors je vous ai mis pour l'anecdote le Leica de 1996 qui était donc numérique, Leica S1, hein, pour la modique somme de 21 000 dollars, et il prenait une image en 185 secondes. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, Leica était vraiment en avance sur son temps. Non, en fait, ce qui est le vrai cœur de métier de Leica, c'est l'optique. Ils sont extrêmement forts pour tout ce qui est optique. C'est issu de leur histoire. Et en 2008, ils sortent le Noctilus, hein, qui ouvrira à f0,95, à 50 mm. Voilà. Donc, vraiment, le métier de base, c'est l'optique. Et c'est pour ça qu'ils auront du mal au passage numérique euh, à franchir le pas. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, juste une présentation de Leica dans son ensemble, avec les différentes filiales. Il y a donc la première filiale qui est Leica Camera Ag, qui fait des appareils photo, des visées de sport, hein, des lunettes pour le tir, voilà, des jumelles. Mais bon, sur cette colonne-là, sur cette filiale-là, il y a 79% des ventes qui sont représentées par les appareils photo. Ensuite, ils font des microscopes, métier d'origine, avec Leica Microsystem. Ils font des systèmes d'analyse biologique avec Leica Biosystem. Et puis ils ont vendu en 2005 la partie télémétrique, mais qui est destinée à la métrologie pour les géomètres, etc., qui s'appelle Leica Geosystem. Ils ont laissé la marque disponible pour une société suédoise qui s'appelle Hexagon. Et donc Hexagon vend des télémètres sous licence Leica. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la partie photo. Donc, ils ont une gamme assez large d'appareils photo. Hein. Ils font pas mal de choses. Donc, du moyen format, du full frame, hein, 24-36. Ils font également de la PSC, plus petit format de capteur, et puis encore des plus petits formats de capteurs sur le Leica C, D, V. Voilà. Alors, au niveau des prix, hein, ça,
personne ne l'ignore, Leica c'est plutôt cher, c'est même très cher par rapport aux japonais. Donc le premier Leica, le C Lux, se vend à 900 euros. Le Leica S3, qui est un moyen format, se vend à 18 000 euros. Le Leica M, qui est le cœur du système Leica, hein, qui est l'emblématique appareil photo de Leica, se vend à 8 000 euros. Si vous en voulez un en blanc, il y a une série limitée à 14 000 euros. Alors c'est le même Leica M, sauf que vous le payez plus cher. Voilà, ça ce sont les prix relevés en 2021. Mais tout ça pour résumer, quel est le secret de Leica? En fait, le secret de Leica, c'est simplement de vendre des appareils simples, robustes, avec des matériaux nobles, et puis une technologie éprouvée. Ils ne sont pas réellement à la pointe de la technologie, mais ils sont toujours dans le coup, avec toujours un petit peu de retard, et surtout ils évitent de mettre en place des gadgets. C'est pour ça que, par exemple, le suivi des yeux n'a pas été mis en place dans la gamme Leica pour le moment. Alors, le groupe en 2021, alors j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des informations, c'est toujours la même chose, comme ils n'ont pas d'obligation de publier quoi que ce soit, mais enfin j'ai quand même trouvé cet organigramme de la société Leica, enfin du groupe Leica. Alors, il faut d'abord raconter la petite histoire qui a eu lieu en 1998. La tante de Andreas, Christian et Michael Kaufmann, les trois neveux, la tante donc, avait fait fortune dans le papier, Harriet Hartmann, va léguer une fortune d'environ 1,5 milliard d'euros aux trois frères, donc Christian, Andreas et Michael Kaufmann. Et les trois frères vont fonder une société d'investissement, ACM. Le fonds, c'est-à-dire tous les capitaux seront dans un fonds privé, Socrates. Voilà, donc tout ça est basé en Autriche. Le fonds d'investissement ACM investit dans l'immobilier, mais pas que, puisqu'il investit également dans des appareils photo. Là-dessus, il y a une holding qui a été créée, qui est basée à Wetzlar et qui détient 100% des droits de vote dans Leica, mais également 55% des parts de Leica. Et puis à côté de ça, on a un investisseur privé américain qui est venu mettre 45%, enfin qui est venu acheter 45% des parts. Voilà, c'est la société Blackstone qui est basée aux îles Caïmans. Donc Leica Camera AG est managé par cet ensemble financier avec deux usines, une usine à Wetzlar et une au Portugal. Voilà un petit peu comment s'organise la partie financière de Leica. Alors, vous trouverez sur Internet un poisson d'avril, parce qu'à un moment donné, dans mes recherches, j'ai trouvé que une annonce de l'achat par Facebook de Leica, c'était en fait un poisson d'avril. Donc Facebook n'a jamais eu l'intention d'utiliser, enfin d'acheter plutôt Leica. Alors Leica, c'est beaucoup de partenariats techniques et de co-branding. En fait, cette petite entreprise a une force terrible par la marque. Donc ils usent de leur pouvoir de marque pour monter des partenariats. Alors il y a des partenariats qui sont des partenariats d'ordre technique. Ils sont tantôt fournisseurs, tantôt clients. Et puis il y a des partenariats sur la marque et du co-branding, hein, c'est de l'association de marques. Voilà. Alors, je vous en ai mis des contrats, là je vous en ai mis plusieurs, qui sont un extrait des principaux contrats qui peuvent être signés entre Leica et différentes entreprises. Les accords les plus importants, c'est l'accord avec Panasonic, puisque Panasonic fournit énormément d'électronique. Et au moment du virage numérique, Panasonic a énormément aidé Leica. Huawei, parce que Huawei c'est du volume. Huawei achète les optiques Leica et les monte sur les smartphones. Ça, c'est vraiment un des gros partenariats. Il y a le partenariat avec Fujifilm, puisque Fujifilm va fabriquer des appareils photo pour Leica. On va voir un petit peu plus loin avec le Sofort Leica. Voilà. Donc, après Leica met son logo sur un certain nombre de produits. Il y a eu aussi, important, l'alliance
qui est de normaliser le montage de l'optique sur les boîtiers, entre trois marques, hein, Sigma, Panasonic et Leica. Alors voici le partenariat qu'ils ont avec Fuji, alors qui est un peu étonnant dans la stratégie haut de gamme de Fuji, de produire ce petit appareil qui est un appareil instantané de type Polaroid. Fujifilm possède, au travers de Instax, une réussite commerciale incroyable, hein, puisqu'en 2016, ils en vendaient 7,6 millions de petits appareils comme ça. Donc c'est un truc un peu mode, c'est pas haut de gamme au sens propre du terme. Donc eux l'ont sorti en 2013, et du coup Leica euh, a fait une espèce d'entorse à sa stratégie de luxe et a créé un petit appareil similaire, qui est en fait fabriqué par Fujifilm, hein. Le papier qui est utilisé dans le Sofort Leica, c'est du papier Fujifilm. Enfin voilà, donc c'est la seule entorse à la stratégie de luxe que l'on va voir un petit peu plus tard. Alors, on va regarder la période qui, de mon point de vue, est très intéressante, qui est la période de 2001 à 2005, période pendant laquelle Hermès va être majoritaire dans les parts de Leica et va enseigner à Leica l'art du marketing de luxe. Alors, une des choses, un des apports principaux d'Hermès, ça a été de rationaliser la distribution des appareils Leica en refusant que l'appareil Leica soit vendu avec des appareils japonais dans un magasin. Donc ils ont créé des magasins spécifiques où on ne vend que du Leica, ou alors si c'est vendu dans un magasin où il y a des marques japonaises, ça sera sous forme d'un corner bien séparé des autres appareils. Alors le virage numérique mal négocié, il a été vécu par Hermès, puisque Hermès était à ce moment-là propriétaire de l'entreprise. Donc Leica perdait de l'argent, hein, ils en perdront jusqu'en 2008-2009. En 2001, Hermès rentre au capital de Leica et il en sortira en 2005. Il revendra ses parts donc à la famille Kaufmann, mais à ce moment-là, l'entreprise est quasiment au bord de la faillite, hein. Donc on verra qu'en fait, Andreas Kaufmann, en amenant de l'argent frais, va sauver cette entreprise. Le premier appareil numérique, le M8, sortira en 2006, hein, juste au moment où arrive Andreas Kaufmann. Donc on ne peut pas, certains disent oui, mais Hermès n'était pas dans le coup du virage, etc. Mais en fait, Hermès est arrivé un peu tard, et puis ensuite, Andreas Kaufmann est arrivé au bon moment aussi, puisque un an après, eh bien, le premier Leica va sortir en format numérique. Alors, la stratégie du luxe, la voici entre Hermès et Leica, donc ce qu'on appelle du co-branding, hein, c'est-à-dire qu'on associe la marque Leica à la marque Hermès, donc c'est un effet miroir, hein, puisque Hermès est prestigieux, et Leica aussi. Et vous voyez par exemple un petit ensemble sympathique au prix de 40 000 euros, où vous avez un Leica de type M8, avec trois objectifs, pour la modique somme de 40 000 euros, et un beau sac Hermès. Voilà, donc c'est une série. Alors c'était un Leica M, j'ai dit M8, mais c'était un Leica M9, hein, comme vous voyez. Voilà, c'est la série Jean-Louis Dumas. Voilà, ça c'est comment faire du marketing de luxe. Marketing de luxe toujours, hein, et du co-branding, hein, en associant la marque Leica à des fabricants de montres, de lunettes, etc. C'est vendre la licence, hein, ça c'est des revenus importants, et c'est bien sûr conforter la stratégie de luxe. Alors les marges. Les marges, alors les leicaïstes, hein, vont me maudire quand je parle de marge, mais les marges de Leica sont plus que confortables. Et à un moment donné, Andreas Kaufmann a fait une déclaration en 2017. Il dit que pour conserver sa crédibilité auprès des photographes, Leica ne veut pas non plus se permettre d'afficher les mêmes ratios que la joaillerie ou la maroquinerie de prestige. Alors, euh, la maroquinerie prestige, hein, c'est un coup de pied à Hermès, assez maladroit d'ailleurs. Mais en attendant, les marges de Leica sont peut-être
pas celle de la maroquinerie de prestige, mais enfin, on n'en est pas loin. Alors, je vous ai mis deux exemples. Alors, un repose-pied, un repose-pouce, j'allais dire un repose-pied, mais un repose-pouce, qui est une petite pièce en métal qui se pose sur la griffe de l'appareil, vendu 265 euros. Si vous allez sur Internet, vous trouverez le même objet en métal à 200, pas à 265 euros, à 30 euros. Je vous ai mis également une dioptrie, hein, ce petit appareil qui permet de régler la vue. Là, la dioptrie chez Leica, c'est 185 euros. Alors, j'ai pris un prix chez Nikon, on est entre 20 et 30 euros, euh, la petite dioptrie. Voilà, bon, ça marche, ça marche malgré tout, hein. Les Leicaïstes achètent à prix élevé ces équipements. Autre stratégie de luxe, hein, c'est bien sûr la communication par les réseaux sociaux et en utilisant évidemment la référence des people qui sont la référence ultime pour le luxe. Alors il y a ici la reine d'Angleterre. C'est étonnant parce que la reine d'Angleterre évidemment n'est pas l'égérie de Leica, hein. Elle n'est pas payée pour faire la publicité de Leica. Mais comme elle possédait un appareil Leica, on la voit partout sur Internet avec son appareil. Et la reine d'Angleterre symbolise vraiment l'esprit Leica. C'est-à-dire que cette dame est une référence de prestige, hein, évidemment, mais c'est également la gardienne de tradition, comme le souhaite Leica. Euh, c'est une référence au luxe, au prestige, au néo-rétro, hein. Voilà. Et donc ça, c'est totalement dans le marketing que Hermès a enseigné à Leica. Et toujours dans la communication, alors là, d'une manière plus récente, hein, puisque là, on est en 2018 ou 2020, Lenny Kravitz va devenir l'égérie un peu de Leica. Et Leica va sortir un appareil à 22 500 euros, le modèle Lenny Kravitz. Alors Lenny Kravitz, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un chanteur, enfin un chanteur et surtout guitariste de rock, un excellent guitariste de rock. Et donc cet appareil qui est sur la base d'un M10 euh, possède, alors là je vous laisse lire, un cuir python vegan, euh, pour, pour ne pas dire un emballage plastique façon python. Voilà. Je vous laisse apprécier l'expression vegan. Et puis, cet appareil, bah, pour 22 500 euros, il est monochrome, donc vous n'aurez pas la couleur. Alors, toujours dans la communication, ils ont créé en 2014 le retour de Leica à Wetzlar, parce qu'ils étaient partis dans une autre ville en Allemagne. Et donc, ils ont créé ce que moi j'ai appelé le Leicaland, hein, mais qui s'appelle pour eux le Leitz Park. Alors, ils ont fait 60 millions de travaux. Et donc, dans cet ensemble, vous trouvez un musée, de quoi vous alimenter, des conférences, des visites guidées, etc. Il y a même un hôtel qui s'est construit juste à côté. Ça ressemble un peu à la stratégie néo-rétro et de luxe que l'on retrouve à Milwaukee avec Harley Davidson. Voilà, et donc sur ce site, il y a 700 salariés. Au total, l'entreprise fait 1600 salariés, si on y inclut les filiales qui se trouvent à travers le monde. Alors, toujours dans la communication, il s'appuie sur les collectionneurs, hein. Alors là, on peut voir des choses assez fantastiques. Donc, ce fameux Leica de 1923 qui a été vendu en 2018 à 2,4 millions d'euros, hein, un bel objet. Et donc, on maintient au travers de ces collectionneurs la légende, le mythe, le luxe intemporel, cet objet qui est un objet qui n'est plus un appareil photo, mais qui devient un objet d'art, et que l'on garde en fait. C'est un objet qu'on garde toute sa vie. Donc ils ont créé un site d'enchères qui s'appelle Lates Auction, voilà, où vous pouvez trouver des appareils comme ce numéro 38 là, qui vaut 102 000 euros. Alors, toujours dans le travail de communication qu'il y a eu entre Hermès et Leica, il y a la stratégie du récit. Alors, dans le récit, il y a le fait que les photographes professionnels utilisaient
le Leica, mais surtout les reporters de guerre ont utilisé le Leica. Alors c'est vrai, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Robert Capa ou d'autres ont utilisé le Leica parce que c'était un appareil petit, facile à transporter, voilà. Mais si on regarde bien l'histoire, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Alors je m'explique. Sur la Première Guerre mondiale, Leica n'est pas encore présent, donc ce sont des appareils photo lourds et encombrants, hein, le fameux appareil de voyage hein, qui a servi à faire les clichés de la Première Guerre mondiale. Sur la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, c'est le Leica qui va servir. Mais dès que vont arriver les Japonais aux alentours des années 50, tous les conflits après seront couverts par des appareils photo Nikon, Canon et autres, hein. Alors je vous ai mis comme bon exemple de ce que je raconte euh, une photo de David Douglas Duncan et son exemple. En fait, un jour, il rencontre un de ses collègues japonais qui le prend en photo dans un endroit qui était un peu sombre. Et David Douglas Duncan dit à son collègue japonais ça va pas marcher, il n'y a pas assez de lumière, etc. Et donc, le photographe japonais revient le lendemain, montre la photo à David Douglas Duncan, et David Douglas Duncan voit une photo parfaitement exposée, euh, lumineuse, etc. Et donc, le japonais lui confie un objectif Nikon. Et donc, à partir de ce moment-là, David Douglas Duncan va monter sur son Leica l'objectif Nikon. Et puis par la suite, eh bien, quand l'industrie japonaise va se développer, bah, ce photographe reporter de guerre hein, utilisera des appareils japonais, notamment les appareils Nikon, parce qu'il deviendra plus ou moins l'égérie de Nikon. Alors, dans la communication Leica, on utilise Andreas Kaufmann, le sauveur, la success story, pour la communication, bien évidemment. Donc, Andreas Kaufmann, qui avant d'hériter en 1998 de 1,5 milliard avec ses frères, en fait, n'était pas du tout destiné à devenir businessman, hein. C'était quelqu'un qui avait fait des études de littérature, quelqu'un d'assez brillant, qui avait été aussi l'un des fondateurs des Verts en Allemagne en 75. Mais bon, il s'est pris de passion pour Leica. Il appartient à la génération Leica, en fait, puisqu'il a 64 ans, il a connu l'argentique, et il a connu l'image de Leica à la belle période, hein, la période de l'argentique. Donc quand il l'a racheté sur un coup de cœur. Mais bon, effectivement, force est de constater qu'en 2005, la société étant au bord du dépôt de bilan, il était le bienvenu. Alors c'est quelqu'un de subtil, c'est un bon dialecticien, hein, probablement formé chez les Verts en Allemagne. Et il a prononcé une phrase qui en dit long sur la philosophie de Leica. Il dit voilà, tout le monde est photographe, mais personne ne sait prendre une bonne photo. La technologie a évolué, mais pas les règles sur ce qui fait une bonne image, c'est-à-dire la mise au point et la composition. Ce qui fait un bon tableau aujourd'hui, hein, et c'est la même chose qu'à l'époque des peintres de la Renaissance. Voilà. Alors quand il dit cette phrase, en fait, c'est une phrase adressée aux lécaïstes et puis surtout à tous ceux qui achètent des appareils photo chez les Japonais. Ce, ce consommateur qui est un peu un geek, hein, qui aime les gadgets, etc. Euh, et en fait, les lécaïstes, eux, revendiquent d'être des puristes, c'est-à-dire d'être attachés à ce qui fait une bonne image, c'est-à-dire la mise au point et la composition, et puis tout le reste, eh bien l'appareil, tout ça, tous les gadgets, bah, ça n'a pas d'importance. Voilà. Bon, c'est assez bien vu, c'est assez habile pour supporter un discours néo-rétro. Alors vous me direz, mais dans tout ça, l'avenir de la marque, bah, qu'est-ce que ça va être? Euh, alors, du point de vue financier, bon, il n'y a pas d'inquiétude majeure, même s'ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, hein. Entre 2015 et aujourd'hui, ils étaient à 365 millions. Ils ont perdu 20%, 21% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils ont 287 millions d'euros de chiffre d'affaires. La marge brute a perdu 10 points, ce qui est quand même pas mal, mais comme elle est très confortable, pas de souci. Le bénéfice qui était faible en 2009-2010, hein, c'est-à-dire
juste au moment où le marché est en train de basculer. Euh, bon, c'était petit bénéfice. En 2010-2011, 14,4. Là, on est à deux chiffres. Là, ça devient confortable. Bon, ils sont revenus à 7,5% de bénéfices en 2019-2020, ce qui n'est pas une catastrophe en soi. Hein, ça reste confortable. Euh, Par contre, sur la gamme, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'effectivement, ils ont performé un peu sur la vente des appareils photo, mais c'est tenu principalement par les appareils Q et SL. Alors Q, c'est l'appareil qui s'apparente le plus aux appareils concurrents japonais, hein, qui est un appareil hybride. Voilà. Et puis le SL, qui est le moyen format, là c'est une niche. Bon, ils performent un petit peu sur cette niche. En revanche, leur cœur de vente qui était la série M, et puis des appareils moins chers, comme les APS-C, etc. Là, par contre, c'est en forte chute. Et puis alors, tous les petits appareils vont être en forte chute, mais là, je dirais de la même manière que le marché en général. Hein. L'APS-C et les petits capteurs, tout ce qui est entrée de gamme, moyenne de gamme, est en train de disparaître au profit des smartphones. Alors, 79% des ventes sur cette filière sont réalisées par les appareils photo. Les optiques sportives, ça fait 8%. C'est pas en bon état tout ça. Les ventes de licences, c'est de l'ordre de 13% du chiffre d'affaires. Alors, ils veulent être différents, ça ils l'ont crié depuis très longtemps, ils veulent que tout change mais rien ne change. Hein. Ils ont dit, ben nous, on a le même logo depuis 1913, on n'a rien changé, mais comment voulez-vous changer quelque chose quand vous êtes différent de tout? Hein, changer n'a aucun sens. Voilà, bon, la phrase est belle, mais enfin, l'avenir est un peu incertain, mais pas que pour eux, hein, pour l'ensemble de l'industrie photographique. Les progrès sur les smartphones sont considérables. Et là, je vous ai mis les logos de Canon qui, eux, à la même époque, ont changé. Hein, de 1934 à 1956, ils ont changé leur logo plusieurs fois. Voilà, bon. Alors, autre problématique pour Leica, c'est qu'ils sont devenus des assembleurs, ils ne sont plus fabricants. Ils ne maîtrisent pas l'électronique et l'informatique, leur métier de base étant l'optique et la micromécanique. L'électronique et l'informatique, ils l'achètent un peu ailleurs. Hein. Donc beaucoup avec Panasonic, hein, qui les a beaucoup aidés sur ce sujet. Alors, ceci dit, il n'y a pas de contre-indication médicale à être un assembleur. Hein. Il n'y a pas de honte à être un assembleur. Euh, mais le fait d'avoir des fournisseurs pose des problèmes de suivi qualité. Voilà, bon, c'est un autre métier. Euh, Qu'est-ce qui reste allemand? Parce que ça, c'est un des grands arguments, hein, le Made in Germany. Hein. Qu'est-ce qui reste allemand sur l'appareil photo? Bah écoutez, plus grand-chose. L'optique, ça c'est sûr. Le boîtier, oui, mais tout ce qui est composants électroniques, les capteurs, et bien évidemment, tout ça n'est plus allemand. Alors, est-ce qu'il pourrait éventuellement faire un virage vers les smartphones, puisque ils viennent de sortir en 2021 au Japon, mais uniquement au Japon, hein, un Leica, ils sont visiblement en train de faire un test sur le marché japonais. Ils ont sorti un smartphone Leica, bon, qui est fabriqué par Huawei. Hein. Alors, je vous ai mis à côté un appareil Huawei qui possède des objectifs Leica. Hein. Là, il y a du co-branding. Hein. Ils fournissent à la fois les objectifs, mais aussi la marque. Hein. Voilà, donc est-ce qu'ils vont virer vers des smartphones? Ça paraît difficile parce que ce marché est déjà encombré de pas mal de marques, et puis pas des petites marques. Hein. Est-ce qu'il y a de la place pour eux? Ça, j'en sais rien. De plus, et ça sera la dernière inquiétude hein, pour l'avenir, en fait, le, le fonds de pension, enfin le fonds d'investisseurs Blackstone, hein, qui est basé aux îles Caïmans, là, qui possède 45% des parts, avait voulu déjà jeter l'éponge en 2017. Alors c'était assez maladroit parce qu'en fait le marché avait chuté entre 2010 et aujourd'hui, hein, enfin 2017. Donc
peu d'investisseurs voulaient se lancer là-dedans. Tout le monde avait bien vu que le marché était en train de s'orienter vers les smartphones. Donc est-ce qu'ils ont réussi ou n'ont pas réussi à vendre leur part à l'époque où ils n'ont pas voulu brader, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'ils sont restés. Ils sont restés avec Leica. Est-ce qu'ils vont rester encore longtemps? Ça, j'en sais rien. Est-ce que le ACM, la famille Kaufman, va vouloir continuer à injecter de l'argent sur Leica? Ça, j'en sais rien. Voilà, donc un avenir incertain sur une marque qui a fait rêver tout le monde et qui j'espère va continuer à faire rêver encore longtemps. Je n'ai pas de Leica aujourd'hui, je ne serais pas désolé de pouvoir en utiliser un. Je ne suis pas financé par Leica pour cette vidéo. Je n'ai rien contre Leica. Je voulais simplement vous montrer aujourd'hui un autre visage que celui qu'on rencontre sur Internet, l'autre visage de Leica, Leica pris dans la tourmente d'un marché qui est en train de chuter depuis 2010 et qui a bien du mal à trouver sa voie. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour Leica. J'espère que vous aurez été intéressé par ce propos et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.